Bonsoir et bienvenue dans votre édition spéciale. Cela fera 18 mois que le 17e gouvernement est en place. Il aura fallu plusieurs tentatives pour que le gouvernement Mapou soit opérationnel. Vie chère, nickel, fiscalité ou encore avenir institutionnel. L'institution a proposé un certain nombre de réformes décriées parfois par l'opposition. Pour aborder ces grands dossiers qui marqueront l'année, Louis Mapou, président du gouvernement, nous reçoit dans son bureau. Bonsoir Louis Mapou, bonne année et meilleurs vœux. Merci à Calédonia de venir me rendre visite. C'est la première fois que je reçois la télévision dans mon petit bureau. Un bureau que nous avons rejoint mi-2022. Ça fait partie des grands changements que nous avons opérés puisque nous avons dû quitter la rue des Artifices pour venir. En tout cas, bienvenue, bonne année et à travers vous une belle année 2023 pour la Nouvelle-Calédonie, pour notre pays, pour ceux qui sont au pied des sapins et des cocotiers. Voilà, donc c'est important que tout le monde aborde l'année avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, un enthousiasme que nous allons justement aborder. Je voudrais commencer cet entretien avec un sujet qui préoccupe les Calédoniens, la vie chère et l'inflation, le prix du panier de consommation de UFC Que Choisir, composé de 34 produits, a augmenté de 14,5% en un an. Un chiffre confirmé par l'Institut de la statistique et des études économiques, donc l'ISEE. Ça fait 1400 francs de plus dans un panier de courses. Alors, ce problème est sur la table depuis des décennies et des dizaines de propositions ont été faites. Cela avait d'ailleurs conduit à la création en 2018 de l'autorité de la concurrence qui a récemment proposé plusieurs recommandations des produits et légumes, par exemple, les plus consommés ou encore de mettre en place une aide aux dépenses d'énergie. Alors, les Calédoniens ont l'impression que rien ne fonctionne, rien n'avance. Est-ce que les prix peuvent vraiment baisser pour que les Calédoniens y trouvent leur compte, Monsieur le Président? Là, nous sommes au cœur d'une des grandes questions et qui est en même temps une difficulté que nous devons surmonter, c'est la question du modèle calédonien, du modèle de développement que nous avons et du système économique et social qui l'anime, parce que nous sommes une petite île. Nous sommes très éloignés et nous avons un certain nombre de mécanismes sur lesquels nous n'avons pas réussi à agir encore. Donc l'année dernière, je rappelle que nous avons dû faire face à la crise, bien sûr. Nous sommes sortis de la crise sanitaire, mais nous avons dû faire face à ce qu'on appelle l'inflation importée. Vous vous rappelez que nous avons pris énormément de mesures, ce qu'on a appelé les différents BQP. Poissons, légumes, viande, pour contenir cette inflation importée. On constate que sur un an, nous avons une inflation de l'ordre de 5%, ce qui nous place en dessous de ce qu'on peut constater dans d'autres grands pays, mais il n'en demeure pas moins que ce que nous avons essayé de faire pour contenir ne suffit pas. Suffit pas. Alors, finalement, est-ce que ça fonctionne? Oui. Nous avons un suivi qui est fait par la direction des affaires économiques qui montre qu'il y a une offre d'opportunités qui permet à un certain nombre de catégories de la population de pouvoir répondre à leurs besoins. Mais par ailleurs, nous avons à engager des discussions sur le fond et il y a une première piste sur laquelle nous avons travaillé, c'est la question du pouvoir d'achat. Donc on a fait une conférence sur les salaires en fin d'année. Et cette question de pouvoir d'achat, nous avons déjà traité à travers l'augmentation du SMIC et du SMANG, qui de façon mécanique, lorsque nous dépassons un certain seuil, en l'occurrence c'est 0,5%, nous devons d'augmenter. Le SMIC et le SMAG, nous avons fait une dernière opération en début d'année. Nous avons engagé la discussion avec les acteurs économiques, les partenaires économiques et sociaux, autour de l'idée que nous pourrions baisser les cotisations sociales qui sont à la charge des entreprises et des salariés pour les répercuter sur les salaires sur les salaires, de telle manière croître le pouvoir d'achat. Cette discussion est toujours en cours.
et à la sortie des discussions qui sont autour des accords de branche, on pourrait y aller. Mais le problème reste. Pour ce qui me concerne, le problème, il est sur le niveau des prix. Hein. Je pense qu'il faut qu'on se le dise, il est tout à fait inacceptable qu'un pays comme le nôtre soit à ce niveau des prix. Donc il va falloir qu'on s'attaque à la structure de la formation des prix. Alors, et l'autorité de la concurrence que vous avez indiquée a fait un travail qui va se poursuivre, mais on s'aperçoit bien que jouer sur la seule concurrence ne suffit pas à tirer vers le bas les prix. Alors justement, vous parliez à l'instant de la conférence des salaires. L'une des principales propositions faites par votre expert semble indiquer qu'il faut taxer les plus riches. Comment allez-vous vous y prendre? Vous avez parlé un tout petit peu de ça tout à l'heure. C'est la fiscalité et le régime de cotisation sociale. Donc, par exemple, pour le régime de cotisation sociale, il est proposé, c'est un texte qui a été déposé par l'éveil océanien, de travailler sur une homogénéisation des taux de cotisation sociale. Mais non seulement une homogénéisation, mais de déplafonner les cotisations sociales de telle manière que chacun puisse contribuer proportionnellement à son niveau de revenu, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Sur la fiscalité, donc nous avons parmi les grands axes qui ont été présentés par le plan de Gilbert Tuyeno, la lutte contre les inégalités. Et d'ailleurs, vous en avez fait votre grande cause lors de la mise en place du 17e gouvernement. Ce n'était pas gagné. C'était pas gagné. Nous avons forcé la main à tout le monde en présentant ce plan sur 3 ans. Depuis, les gens ont fini par admettre qu'il y a nécessité d'une démarche de réforme. C'est pas gagné, ça veut dire que l'engagement n'est pas tenu? Si, nous avons déjà réalisé, je crois que nous sommes le gouvernement qui a le plus réalisé en 17 mois en termes d'efforts sur la fiscalité. Mais nous allons rentrer dans le dur. Et le dur, par exemple, c'est est-ce que la réforme de la TGC, comment nous la menons en bout? Puisque réformer la TGC, ça veut dire que vous touchez toutes les catégories de la population. C'est les impôts indirects. Mais comment, par exemple, sur la question de l'IRPP, nous agissons de telle manière que les contributions de ceux qui ont les moyens de pouvoir contribuer plus puissent le faire dans de meilleures conditions, etc. etc. Donc cette réforme de la fiscalité, c'est le gros moyen pour permettre une redistribution des richesses et permettre aux collectivités de mener des politiques publiques en faveur des plus défavorisés. Alors, pour que les Calédoniens comprennent, concernant la fiscalité, dans le calendrier de travail du gouvernement de la réforme fiscale, il était prévu une réforme de l'impôt sur le revenu dès le 1er janvier 2023 ou une taxe sur les plus-values immobilières, des sujets qui sont loin de faire consensus au Congrès, mais d'ailleurs au gouvernement également. Comment allez-vous trouver une majorité? Est-ce que les ambitions politiques, notamment pour les provinciales, ne bloquent pas l'avancée de ces chantiers? Alors, la taxe sur la plus-value immobilière a passé le cap d'un gouvernement. Donc, il va être sur la table du Congrès après avoir suivi la procédure. Sur l'IRPP, c'est un travail qui est en cours. Et notamment, le travail sur l'IRPP doit viser à une contribution au prorata du niveau de revenus des uns et des autres, parce que vous avez beaucoup de revenus. Mais on doit pouvoir aussi examiner dans quelle mesure un certain nombre d'exonérations dont bénéficie la population pourrait être revu de telle manière que ça puisse contribuer aussi à une meilleure répartition des richesses. Donc ça, c'est pour la philosophie et pour la démarche sur notre volonté de réussir cette réforme. Non, ce n'est pas une inquiétude. Après 17 mois que nous sommes ici, tout le monde se posait la question au début si nous allons réussir, si nous allons être capables, si un indépendantiste, si un Kanak. J'ai l'impression aujourd'hui que nous avons fait nos preuves et donc de majorité, nous arriverons à les trouver, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec l'éveil océanien et les deux groupes au Congrès. Pour s'approcher au maximum des choix que nous devons faire. Mais au gouvernement,
les discussions sont beaucoup plus sereines. Donc, du coup, il y a une collégialité qui s'est La, installée la depuis le début. collégialité est pour moi quelque chose que nous avons réussi à réinstaller. Mm. Réinstaller au sein du gouvernement. Par rapport à ce qui se passait avant, je ne peux pas me prononcer parce que je n'y étais pas, mais je pense que cette fin d'année 2022 et la conférence sur les salaires a été un petit peu la démonstration, ou en tout cas la traduction de cette évolution importante que nous avons au sein du Mm. gouvernement collégial. D'accord, donc une discussion sereine au sein du gouvernement entre les élus de cette institution. En parlant de fiscalité, les loyalistes ont demandé une deuxième lecture hein, des textes sur la fiscalité minière qui vient d'être adoptée avec difficulté, hein, je dirais. Est-ce que là encore, c'est une démonstration de l'impossibilité d'avancer sur des sujets importants en Nouvelle-Calédonie? Non, les élus du Congrès utilisent tout l'arsenal législatif pour faire valoir la position. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que Calédonie Ensemble a fait avec le groupe uni pour le système de la mondialisation. Donc, ils l'ont utilisé là, donc on va l'aborder. Hein, on ne s'inquiète pas outre mesure. Je pense qu'on va y arriver quand même. Mmh. Pour revenir à la conférence des salaires, est-ce que finalement c'est un échec ou vous vous donnez le temps de le mettre, en pratique? Ah, c'est une Mmh. grande réussite. Hein, c'est pas un échec. On s'interroge de savoir à quel moment dans l'histoire de ce gouvernement on a pu réunir une conférence de salaire avec un tel niveau de représentation, un état d'esprit tel que celui qu'on a constaté. Hein. Donc c'est une réussite pour le gouvernement. Hein. Ça a été piloté par 5 cabinets du gouvernement, c'est énorme. Hein. Et sous la houlette de Christopher Gigès, ça paraît inouï. Mmh. Hein, lorsqu'on ne connaît pas comment les choses se font au sein du gouvernement, mais ça s'est fait normalement. Mmh. Donc pour moi, c'est une réussite en termes de concertation, c'est une réussite parce que nous avons démontré là une capacité à réunir tout le monde. Voilà. Alors ensuite, chacun joue son jeu dans le jeu politique qui existe. Vous me dites que les gens sont déjà sur 2024. Hein. Moi, j'aurais plutôt envie d'appeler à la prudence. Hein. Nous revenons de loin. Nous sortons à peine d'une difficulté. Nous avons besoin de faire des efforts. Mmh. Les uns et les autres, même y compris des efforts de concertation. Alors justement, en parlant de difficultés, le secteur du nickel représente 9 de l'emploi, privé. La situation de la SLN est particulièrement, critique. Est-ce que vous pouvez, nous assurer ou assurer les Calédoniens, que les collectivités calédoniennes soutiendront l'industriel et ses emplois? Le Alors, pays pourrait-il se remettre d'une faillite de la SLN? le gouvernement calédonien soutient les industriels pour qu'ils réussissent dans l'entreprise de rétablissement de la situation interne à chaque industriel. Le KNS a ses problèmes, l'ASLN a ses problèmes, et Valais, hein, enfin, pour Ni Ressources, a ses problèmes. La Nouvelle-Calédonie soutient sur la base des compétences qui sont les siennes, puisque nous n'avons pas la compétence, par exemple, en matière économique, c'est plus les collectivités. Et nous recevons, par contre, les opérateurs, et lorsque, par exemple, ils demandent des autorisations pour la venue de spécialistes dans le cadre des travaux qu'ils font pour remettre d'aplomb la situation interne des collectivités, nous le faisons. Nous allons engager cette année, l'État a décidé de le faire de son côté. Nous avons décidé d'engager quand même une réflexion sur l'ensemble du secteur pour voir dans quelle mesure on peut, tout le monde, Mmh. définir d'ici fin 2023 un cadre d'évolution. Mais pour ce qui concerne la SLN, c'est la responsabilité des actionnaires de la SLN. Et l'État a décidé de mettre 7 milliards en jeu encore pour tenir la SLN. Mais c'est sa responsabilité. L'État est actionnaire par les milliers de l'APE, du groupe Eramet.
Et il constitue avec le groupe Duval les principaux actionnaires de la SLN. Donc il est tout à fait normal que l'État y contribue. Alors justement, vous veniez d'annoncer précédemment les différents organes, enfin les 3 usines. Compte tenu de la petite taille de la Nouvelle-Calédonie, est-ce que vouloir développer le secteur du nickel ne revient pas à enterrer la diversification de l'économie? Est-ce qu'on ne peut pas exploiter autres domaines Le nickel restera pendant très longtemps encore le cheval sur lequel il faut encore endosser tous les autres objectifs que nous voulons atteindre en matière économique, et notamment la question de la diversification. Le nickel n'est pas éternel, hein, monsieur. Oui, le nickel est éternel, mais pour ce qui concerne les gisements aujourd'hui, vous en avez encore pour des centaines d'années. Donc, on est à notre place. Nous avons une économie qui est celle-là. Donc, on veut travailler à rebondir sur cette base-là. Mais vous savez, si KNS arrivait à produire tout simplement les objectifs qui s'est fixés, si la SLN arrivait à produire tout simplement les objectifs qui s'est fixés, et si Prony Ressources, ils sont nettement en dessous des objectifs qui se sont fixés. S'ils arrivaient à le faire tout simplement, l'économie de la Nouvelle-Calédonie s'en porterait mieux. Alors, le groupe de travail sur le nickel a été justement installé à Paris. Sans l'aide de l'État, qu'il s'agisse de défiscalisation ou de prêts, serait justement bien différente. Sonia Backès a laissé entendre sur sa page Facebook que l'État allait sauver l'Islande. Bon, on reparle encore de l'Islande. Est-ce que la Calédonie a encore vraiment la main sur sa stratégie minière? C'est la discussion qu'il faut ouvrir. La Nouvelle-Calédonie a les moyens de pouvoir impulser sa politique minière. L'État ne pourra pas faire la place de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la compétence a déjà été transférée. Aujourd'hui, on est sur des questions de moyens qui sont liées directement aux difficultés que rencontrent les opérateurs. Et justement, est-ce que le pays ne perd pas la main sur ce dossier? Non, en aucune manière. Je veux être ferme sur ce point. Le pays ne perd pas la main. Et il ne rentre question que la Nouvelle-Calédonie perde la main. C'est son patrimoine, c'est le patrimoine des Calédoniens. Pour moi qui ai fait toute la partie KNS pour la constitution jusqu'à la réalisation de l'usine, nous avons la possibilité de pouvoir continuer à promouvoir ce secteur-là comme un secteur clé. Alors, vous parliez de l'État à l'instant. Le pays a demandé une aide à l'État pour la 2e fois. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie a les moyens de s'endetter, encore une fois? Alors, nous avons fait appel à une garantie de l'État. Attention, une garantie de l'État en 2020 pour un premier P de 28 milliards. Mais c'est nous qui remboursons. Ce n'est pas l'État qui rembourse. Finalement, est-ce qu'à leur dire davantage, le niveau d'endettement n'aura pas de conséquences directes sur les Calédoniens? Non, mais ce que je veux vous préciser, c'est que nous avons fait appel à un deuxième emprunt avec la garantie de l'État l'année dernière. Nous travaillons pour cette année, pour le budget de la Nouvelle-Calédonie, à essayer de présenter un budget primitif 2023 avec nos propres ressources. Vous conviendrez que personne ne s'attendait à cette évolution, j'ai envie de dire positive, dans l'approche des finances publiques. Parce que nous avons pris un certain nombre de mesures. 2, parce que l'économie a redémarré. Et 3, parce que les ressources fiscales de la Nouvelle-Calédonie sont meilleures que ceux qu'on y attendait. Alors justement, est-ce que le plan de relance de l'économie est-il envisageable dans le contexte actuel? Nous avançons tout doucement. Pour le moment, durant l'année 2022, nous avons traité les urgences telles qu'elles sont sorties de la période de déficit dans laquelle nous étions. Nous avons commencé à poser les jalons de l'avenir. Et cette année encore, notre attention va se concentrer sur la consolidation des finances de la Nouvelle-Calédonie, de telle manière que fin 2023, la Nouvelle-Calédonie soit en capacité d'assumer
un plan de relance d'envergure pour son avenir. On aborde toujours la question de l'argent, hein, la province des îles et la province des Suds demande que le gouvernement récupère hein, le financement de l'aide médicale. Dans le fond, est-ce que nos institutions et leur multiplication ne coûtent pas trop cher au bout? Est-ce qu'on est au bout d'un système de la provincialisation? Ouais, je ne suis pas de ceux qui, comme ça, hein, au gré des difficultés, tout d'un coup se réveillent un matin et décident que ce qui était par le passé n'était pas bon. Il faut faire attention. Hein. La Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui rendue hein, au niveau où il est parce qu'il y a eu tout ça. Donc ce que moi je plaide surtout, c'est qu'on aborde hein, avec beaucoup de prudence et dans la sérénité toutes ces grandes questions. Je note hein, que la province sud et la province des îles ont quand même budgété l'aide médicale cette année. Mais entre nous, hein, quelle serait l'urgence de discuter de ces problèmes des compétences croisées, ce qu'on appelle des compétences croisées entre la Nouvelle-Calédonie. Alors que par ailleurs, hein, nous avons des discussions qui s'ouvrent sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. Forcément, tous ces points-là vont être traités. Mais je pilote hein, le groupe de travail des présidents exécutifs, ce qu'on appelle le GTPE. Nous avons convenu d'une démarche. C'est la province sud et la province des îles qui avaient décidé de s'en détacher. Alors, vous me donnez le bâton quand vous parlez de statut de la Nouvelle-Calédonie. Justement, les nouvelles négociations hein, vont être engagées prochainement autour de la sortie de l'accord de Nouméa. Le ministre Darmanin parle d'un chemin pouvant satisfaire l'ensemble des partenaires. Concrètement, ne s'agit-il pas de négocier une forme d'indépendance association? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je note simplement, c'est que les discours ont bien changé. Hein, entre le 12 décembre 2021 hein, et aujourd'hui. Hein. Et je pense que c'est mieux hein, qu'il en soit ainsi, parce qu'il faut reposer les termes du débat. Et les termes du débat, pour ce qui me concerne, c'est la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, après avoir fait ce parcours, hein, quel est son état, quel est son état. Et pour ce qui concerne la situation de la Nouvelle-Calédonie sur le plan statutaire, moi je pense qu'on a été au bout. Je suis de ceux qui prétendent que nous avons réalisé les évolutions statutaires qui étaient prévues. Voilà. Et la dernière question qui reste, hein, c'est celle qui est attachée au lien que nous continuons à entretenir avec la République. Hein. Donc c'est ce débat-là qui est au cœur de la discussion. Est-ce qu'on arrivera à trancher dans les négociations en faveur de l'indépendance immédiatement? C'est ce que préconisent certains. Est-ce que c'est une trajectoire vers la pleine souveraineté hein, qui en débouchera? Je note que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, très récemment, a indiqué qu'il faut donner plus de souveraineté à la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, quels sont le niveau de discussion concernant les compétences régaliennes? Alors ça, ce n'est pas de mon ressort, bien entendu. Moi, je suis le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Hein, ce sont des discussions qui sont faites et qui sont menées par les forces politiques et les partenaires. Hein, donc ils doivent véritablement rentrer sur une dure à partir du mois de mars, hein, puisque je crois que le ministre de l'Intérieur va se rendre en Nouvelle-Calédonie. Mais pour ma part, j'ai plutôt l'impression que la Nouvelle-Calédonie, il faut éviter hein, toutes les solutions qui peuvent être en rupture ou nous mettre en rupture avec ce que nous avons essayé de construire. Hein, parce que ça peut très vite hein, s'enflammer. On aurait pu commencer par cette question d'actualité, mais on arrive à cette dernière question pour terminer cet entretien. Des échéances importantes s'approchent sur l'avenir institutionnel. Le Sénat coutumier semble actuellement désorganisé pour y participer. Je rappelle que vous êtes en charge des affaires coutumières au gouvernement. Est-ce que vous avez des solutions pour débloquer la situation? Alors, vous êtes gentil quand vous me dites qu'ils sont désorganisés. Il y a une crise Alors, au est-ce sein que du vous Sénat avez des coutumier. solutions Il y a à deux camps, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est déplorable. Je trouve même que hein, il y a beaucoup d'irresponsabilité. Hein. C'est moi qui l'ai dit. Je l'ai dit avec France.
dans la façon dont les choses sont traitées. Il y a deux groupes qui se sont constitués dans une institution qui était censée être le phare de la concertation, puisqu'il semble que ce soit le monde de prise de décision de la coutume. Bon, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai été saisi après une décision qui a été prise. J'en ai parlé hier au gouvernement, et donc on va faire suivre. Et donc, Mais si vous aviez justement une solution pour mettre sur les rails le Sénat coutumier, quelle serait justement la solution que vous voudriez proposer? ça aurait été de se concerter davantage et de mieux regarder comment la nouvelle équipe pourrait fonctionner pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des questionnements que les uns et les autres se posent. J'ai cru comprendre que le congrès qui s'est tenu à Canada avait fixé ça comme objectif. Ouais, c'est pas le cas. Louis Mapou, président du gouvernement, nous arrivons au terme de cet entretien. Si vous aviez un message à passer aux Calédoniens, quel serait-il? Ah, confiance. Confiance. Je pense on a un beau pays. Il ne faut pas en douter un seul instant dans notre capacité à surmonter toutes les épreuves, même celles qui sont devant. Et lorsqu'on fait jette un petit regard dans le rétroviseur, j'ai envie de dire on vient de loin. On vient de loin et on est plutôt bien placé. Moi qui ai circulé dans le Pacifique l'année dernière, on est envié, même avec nos difficultés. Donc, j'ai envie de dire aux Calédoniens, non, il faut croire à l'avenir. Voilà, nous arrivons à la fin de cet entretien. Louis Mapou, merci de nous avoir accueillis dans vos bureaux. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser cet entretien. Merci de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end.